Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiré. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Robin Thionel. Salut Robin. Salut. Tu es créateur de contenu, tu es également formateur et auteur, spécialisé dans la productivité. On va parler avec toi de l'ensemble de ces sujets-là et comment hacker un petit peu son cerveau pour être plus productif aussi et mieux organisé. Tu as écrit un bouquin aussi que l'on voit pour ceux qui sont en vidéo. On vous mettra également les liens dans la description du podcast. J'aimerais te poser une première question que l'on pose à l'ensemble des personnes que l'on interviewe. Comment tu expliquerais ton métier de façon ludique à un enfant de 5 ans? Si tu devais t'y prendre, comment tu ferais? Ah, c'est une bonne question. Je dirais que, on va dire que quand on est enfant de 5 ans, ouais, on comprend un peu quand même ce que c'est que un peu Internet, etc. Je dirais que je crée des vidéos sur Internet, en ligne. Que je suis un petit peu un comédien, un acteur, mais aussi un réalisateur. Je suis un peu toutes ces casquettes-là. Donc je fais, on va dire, des vidéos sur Internet et ensuite sur lesquelles je parle de sujets, donc comme tu as dit, autour de la productivité, l'organisation personnelle, les outils qui tournent autour de ces mondes-là. Et ensuite, tout ce que je fais, c'est que à travers ces vidéos, j'apprends aux gens à utiliser tous ces outils-là. Donc, je suis un petit peu un professeur, mais en ligne. 2.0. Ouais, c'est un peu ça. Avant de parler productivité, on va parler aussi de tes débuts. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique et professionnel qui nous a amené à être ce que tu es aujourd'hui? Alors, mon parcours, j'ai fait un peu un parcours très classique en fait. Même si finalement à la fin, ça fait que je ne suis plus du tout ce que j'ai fait un petit peu pendant mes études. Donc j'ai fait collège, lycée, tout à fait normal. Un lycée avec, du coup moi c'était les bacs S, etc. Donc moi j'ai fait un bac scientifique. Et une petite particularité, c'est que j'ai fait le bac ESABAC, donc c'est le bac italien et aussi du coup j'ai deux bacs. Mais bon, c'est un petit truc en plus, mais ça montre un petit peu, je trouve, la curiosité que j'avais sur différents domaines. Là, c'était les langues. Donc, du coup, je fais mon bac scientifique et mon bac scientifique italien, du coup. Et je rentre dans une école d'ingénieur qui est l'INSA Lyon, donc une très bonne école post-bac, qui est difficile on va dire, à être sélectionné à l'intérieur, mais une fois qu'on y est, faut, entre guillemets, juste avoir la moyenne et passer les années. Donc, je fais mes premières années là-bas, donc il y a une prépa intégrée à l'école. C'est pas exactement une prépa intégrée, mais on peut dire que c'est une école où il y a un cycle préparatoire de 2 ans. Donc je fais mes 2 ans là-bas. Et c'est pendant ma première année que moi, malheureusement, j'ai eu la période du coup pandémie, etc. Donc confinement pendant ma première année de prépa, fin de première année de prépa. Donc, c'était en 2020. Et j'ai fait un stage d'ouvrier en fait. On fait tous un stage. Il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui font ça. On fait un stage ouvrier pour connaître un petit peu la difficulté d'un métier que on va pouvoir superviser quand on sera ingénieur. J'ai fait ça pendant du coup l'été 2020 et je me suis rendu compte que j'avais bien le côté faire d'autres projets à côté de mes études parce que j'étais un petit peu resté pendant la première année très étudiant. Après, c'est normal, on découvre ce monde-là, mais à travailler pas mal et après, j'avais pas grand-chose à côté. Si je sortais, j'avais un peu de vie, ce qui était déjà un peu mieux que certains de mes amis en prépa, j'avais de la chance, mais j'avais pas vraiment de projet alors que j'ai toujours senti que j'avais ce besoin créatif et entrepreneurial de faire des choses à côté. Donc c'est pendant ce stage ouvrier que je me suis dit, alors que j'ai travaillé dans une jardinerie à faire de la manutention, alors que je déplaçais des oliviers, je faisais de l'arrosage et que j'avais mon téléphone qui permettait d'avoir une conférence ou un podcast pendant que je faisais tout ça, j'écoutais pas mal de choses autour d'entrepreneuriat, ce genre de sujets. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter quelque chose. Et c'est à ce moment-là que, je sais pas vraiment pourquoi, mais un peu sur un coup de tête, j'ai acheté un micro de podcast, qui est d'ailleurs toujours celui qui m'enregistre aujourd'hui, avec les économies que j'avais à l'époque, un petit micro, une petite carte son. Et je me suis dit, je vais lancer quelque chose, un podcast au début. C'était donc en 2020. À l'époque, les podcasts, ça commençait un peu à se démocratiser parce que les confinements, etc., avaient beaucoup popularisé tout ce qu'on pouvait faire sur Internet. Mais c'était pas encore aussi populaire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le podcast, c'est quelque chose qui est très commun. Je pense beaucoup avec les transports en commun, les voitures, où on a un peu remplacé la radio. Mais à l'époque, c'était un peu moins commun. Et moi, je me suis dit, je vais lancer un podcast parce au début, j'avais un petit peu peur de montrer ma tête. J'avais 19 ans à l'époque, 18-19 ans. Euh, J'avais pas trop envie de montrer ma tête, même si je n'étais pas forcément. Euh, J'avais pas vraiment d'appréhension, juste je préférais commencer par un podcast. Donc je lance un podcast qui au début est là pour aider les étudiants, parce que je suis étudiant. Je viens de vivre une période qui est assez difficile niveau travail, c'est parce que j'ai eu de la chance, parce que c'est très bien passé pendant le confinement, mais niveau travail et motivation, ça a été difficile quand même, parce que je suis retourné chez mes parents alors que j'étais avant en appartement. J'avais
pas toute ma famille qui travaillait parce que certains ne pouvaient pas travailler, certains leur fac avait fermé, mon petit frère il était en troisième, le collège avait fermé, bref. J'étais un petit peu le seul qui était en prépa pendant que les autres étaient un peu en vacances. C'était une période assez spéciale, même si j'en garde un très bon souvenir. C'était donc difficile de se remettre au travail après ce premier confinement. Donc je me suis dit, je vais peut-être faire un petit podcast qui va aider à parler de tout ça, parler d'organisation, parler de motivation, parler de toutes les questions qu'on se pose quand on est étudiant. Et en fait, à travers ce podcast, je m'aidais un petit peu parce que je répondais aux questions que moi-même je me posais et j'essayais de me dire, ok, comment est-ce que je peux réussir à des trucs très classiques mais très pratico-pratiques, ne pas trop, gérer mon stress avant un examen, organiser une semaine de révision, etc. Donc je fais ça. La deuxième année arrive. À ce moment-là, je me mets en colocation avec un ami parce qu'on s'est dit, on a vécu la première année avec un confinement. On pense qu'un deuxième confinement peut arriver, donc vaut mieux qu'on soit en colocation, qu'on puisse se motiver ensemble à travailler, sachant que la deuxième année était beaucoup plus difficile que la première. Ça n'a pas raté, il y avait un deuxième confinement en novembre, mais au moins on était ensemble pour pouvoir se motiver et travailler ensemble. Et c'est à ce moment-là que mon colocataire il m'a dit ah, tu devrais peut-être essayer de faire ce que tu fais, donc le podcast, mais peut-être sur les réseaux. Il y a peut-être Instagram qui pourrait être intéressant. Et donc j'essaye, et sachant qu'à l'époque, Instagram c'était très différent d'aujourd'hui. Il y avait TikTok qui existait déjà, qui faisait un petit peu son bout de chemin sur les vidéos courtes, mais Instagram c'était toujours le lieu de la photo. Il n'y avait pas les Reels, il n'y avait pas les vidéos. Il y avait un petit peu, mais c'était très très minime, c'était surtout de la photo. Et c'était vraiment le réseau social, plutôt que la plateforme de contenu qu'on peut connaître aujourd'hui. J'ai commencé du coup par faire ce qu'on appelle des carousels, on en voit encore un petit peu aujourd'hui, mais c'est moins populaire. Donc voilà, juste des schémas. Moi, c'était pas du tout des photos de moi, parce que encore une fois, je m'en fichais, même si là, j'avais la photo de profil, donc on voyait ma tête. Je voulais donc faire des schémas, des choses pour expliquer les choses de manière très pédagogique sur, encore une fois, toujours à destination des étudiants, des méthodes d'organisation, des méthodes d'apprentissage aussi, tous ces genres de choses. J'ai commencé à créer ça. J'ai commencé à faire tout ça sur Instagram. Ça a pris assez vite. J'ai eu un peu de chance, je pense, parce que c'est aussi un bon moment où les étudiants étaient en recherche de ce genre de conseils. Mais je pense aussi qu'il y avait certes une partie de chance, mais aussi j'en faisais régulièrement. J'essayais de faire des posts tous les 2-3 jours, quoi. Donc à côté d'études, ça allait, c'est pas non plus ultra prenant, mais ça prenait un petit peu de temps. Et surtout, je pense que en étant tout à fait humble, hein, c'était quand même bien. Je faisais des choses assez qualitatives et je pense que ça a aidé. Bon, quand je regarde ce que je faisais à l'époque, c'était certes qualitatif dans le fond, mais la forme était moins jolie que ce que je peux faire aujourd'hui. Mais bon, on commence toujours quelque part, je dirais. Et donc j'ai ça après assez vite. J'ai commencé à avoir plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont commencé à me suivre sur Instagram. Le podcast, je continue toujours. Donc ça permettait aussi d'amener des gens sur le podcast. Et comme ça, j'ai commencé à créer un petit peu une audience sur ces sujets-là. Et donc je fais un petit peu un accéléré. Je passe en troisième année, quatrième année, cinquième année. Donc à ce moment-là, moi je pars dans la spécialisation télécom. Donc réseau, informatique et télécom. Et je continue toujours mon petit bout de chemin en tant que, on va dire, créateur de contenu en ligne, entrepreneur et formateur, parce que du coup, au bout de un peu plus d'un an de création de contenu, j'ai commencé à avoir pas mal de connaissances sur plein de sujets différents. Je n'étais pas encore, et même aujourd'hui, je dirais pas que je le suis, mais je n'étais pas un expert de l'organisation, je n'étais pas un expert de la productivité, mais je me rendais bien compte que quand même j'étais quelqu'un qui était un peu plus organisé que la moyenne, que j'avais un peu plus des techniques. Déjà, je le voyais avec mon coloc, je l'aidais déjà à s'organiser un petit peu, donc voilà. Et j'avais pas mal de gens qui me demandaient des conseils supplémentaires. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est créer un programme en ligne, comme un cours, que j'ai vraiment pensé comme un concentré de tout ce que j'avais besoin pour pouvoir, sur un sujet donné, ce que j'aurais aimé avoir il y a quelques années. Donc j'en ai fait un sur l'organisation qui était le premier, et après j'ai continué comme ça à en faire quelques-uns, jusqu'à aujourd'hui. Donc maintenant où j'en suis, j'ai été diplômé en tant qu'ingénieur il y a quelques mois, donc ça s'est terminé. Moi j'ai fini ma cinquième année en août de l'année dernière. Donc ça fait un peu plus de 6 mois que maintenant je suis à temps plein sur cette activité-là. Durant mes études, j'ai fait des stages, j'ai fait plein de choses. Donc j'ai vu le côté normal, on va dire, ingénieur, salarié, qui m'a pas forcément déplu. Mais j'ai voulu tester quelque chose et j'ai terminé mes études, j'ai eu la chance, par faire, entre guillemets, pour faire simple, un stage dans ma boîte. C'était pas exactement ça, mais c'est un petit peu ça. Ça m'a permis de travailler sur ce projet pendant 6 mois. Et donc, on va dire de faire une transition assez douce entre la vie d'étudiant, ingénieur et un petit peu entrepreneur sur les côtés, qui devient du coup entrepreneur depuis ce temps-là. Donc, ça fait à peu près maintenant 6 mois. C'était aussi à ce moment-là que mon livre dont tu parlais est sorti en septembre. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, je dirais que donc, je suis créateur toujours. Ça fait partie de mon quotidien. Donc,
sur YouTube, en podcast, un peu sur Instagram, etc. Même si aujourd'hui, je me reconcentre un petit peu plus sur YouTube parce que c'est une plateforme que je suis plus consommateur aussi de contenu long, de podcast. Euh, j'ai toujours aussi une newsletter que j'ai toujours gardé aussi, qui est aussi un contenu. En fait, je crée un petit peu le contenu que moi je consomme. Euh, Même si bien sûr, la loi, on va dire, et le marché de l'attention aujourd'hui avec les réseaux sociaux font que je me retrouve sur les réseaux sociaux type plus classique, Instagram, TikTok. Euh, et donc mon métier n'a pas beaucoup bougé par rapport à ces années-là, sauf que aujourd'hui je parle beaucoup moins aux étudiants, je dirais. J'en parle toujours parce que en fait je vais juste parler aux gens, aux personnes au sens large, donc de tout type, hein. Je vais vraiment avoir des clients de tout type, donc étudiants, salariés, entrepreneurs, coachs, formateurs, de tout, qui veulent en fait, se sentent un petit peu submergés et qui ont besoin de retrouver un petit peu ce côté-là sur l'organisation, des conseils. Mais sinon, à part ça, mon métier n'a pas vraiment changé, je suis toujours créateur, formateur, et du coup maintenant auteur. Mais on reste là-dessus. Et du coup, bah, mon diplôme d'ingénieur, pour l'instant, je l'utilise que très peu. C'est toujours on va dire un plan B au cas où, même si je sais que je suis plutôt fait pour être entrepreneur et j'aime cette liberté-là. Euh, je suis content d'avoir fait ces études, ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a apporté aussi des opportunités que j'aurais peut-être pas pu avoir sans ce diplôme-là. Et je ferme pas du tout la porte à, dans quelques années, soit ne plus du tout être entrepreneur et redevenir salarié, ou peut-être être consultant ou à temps partiel. En tout cas, aujourd'hui, je suis entrepreneur. J'espère que dans quelques années, ça fonctionnera toujours aussi bien. Mais pour l'instant, ça se passe très bien. On va parler de tes premières années d'entrepreneuriat et toutes les embûches que l'on vit lorsqu'on lance une boîte. Mais avant, j'avais une question par rapport à tes études d'ingénieur. Est-ce que ça t'a aidé à ces capacités analytiques et d'être structuré justement du fait d'avoir fait ces études d'ingénieur? Est-ce que tu as pu avoir quelques clés et des aides grâce à ça? Absolument. Je pense que on néglige en fait beaucoup d'aspects de nos études ou de l'école au sens large. Je pense que j'en ai beaucoup débattu avec ma maman qui est professeure. Le rôle de l'éducation, l'école, surtout aujourd'hui avec tout ce qui se passe, avec l'avenue de l'IA, des technologies qui fait que bah, c'est comme ça. L'école, et souvent aussi surtout le collège et le lycée, parce que les écoles universitaires arrivent peut-être à être un peu plus rapides, mais sont souvent en retard. C'est un peu malheureux. Mais en fait, c'est parce que l'école ne nous apporte pas forcément des choses pratiques. Par exemple, ce que j'ai appris en télécom, malheureusement, il y a pas mal de choses. On a appris quand même ce que c'était que la 2G et la 3G. C'est intéressant de manière théorique. Mais aujourd'hui, on est sur la 5G. Bah, bref, on n'est pas sur ces technologies-là exactement dans le monde du travail, même si c'est une culture générale qui est importante. Mais voilà, on va apprendre une culture générale. On va apprendre aussi le fait de pouvoir travailler en communauté, en groupe, vivre en communauté. Et aussi apprendre à résoudre des problèmes. Un ingénieur, c'est assez difficile parfois à définir ce que c'est qu'un ingénieur, je trouve. Même si on peut dire ça de beaucoup de métiers. Mais on va dire que si je fais encore une fois un peu une caricature, un médecin, il va essayer de sauver des patients, de diagnostiquer des maladies, etc. Un ingénieur, c'est un peu un résolveur de problèmes. Bon, on va dire qu'en médecine, c'est un petit peu ça aussi, mais c'est un petit peu comme ça que j'arrive à bien le résumer. C'est quelqu'un qui va analyser un problème et qui, par rapport à ses moyens, va trouver une solution adaptée. Parfois, que ça ne sera pas forcément la meilleure, mais ce sera celle qui peut faire. Et ça, c'est une partie d'analyse qui, aujourd'hui, m'a aidé, qui m'aide toujours aujourd'hui dans mes projets entrepreneuriaux, mes différents projets, même dans la vie de tous les jours. Même si bah, c'est pas exactement, on va dire, quelque chose que j'ai appris dans mes études. J'ai pas appris exactement une équation de productivité, mais j'ai appris à faire tout ça qui certes qui m'aide beaucoup aujourd'hui et qui a clairement pas été inutile, loin de là, quoi. Et justement, par rapport à ça, comment tu t'es dit, ben voilà, mon projet qui était à la base qu'un projet d'entraide, entre guillemets, peut devenir quelque chose de plus mature et peut aider les gens. Quel a été le déclic? Comment tu l'as reçu, justement? Je sais pas si je pourrais te donner un déclic. C'est vrai que c'est arrivé peut-être progressivement. En fait, au début, je faisais ça parce que c'était un peu cool, parce que j'aimais bien créer. Franchement, moi, je pense que j'ai toujours été un créatif et parfois, avec des amis, on se dit, ok, quel serait ton métier que tu ferais si tu étais sûr d'y arriver? En gros, si tu étais sûr d'y parvenir, hors chance, hors ce genre de choses. Et dernièrement, je pense que je serais devenu réalisateur de films. Parce que je pense que c'est un métier qui est très difficile, qui est très très. Il y en a un pour des milliers, quoi. Mais tu vois, ce côté-là, c'est le côté créatif. Donc je pense que déjà, en fait, j'ai suivi plus le côté créatif que entrepreneurial au début. J'aimais bien ce côté-là. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, je pouvais aider des gens, que j'aimais bien ça. Et j'étais parfois, bah, du coup, j'ai eu la chance d'être un peu professeur, d'avoir ce rôle-là même en présentiel. Et je me suis rendu compte que j'ai toujours bien aimé ça. Que c'est des moments où je voyais pas trop les heures passer.
Ce qui est marrant, c'est que j'en discutais avec ma mère il y a très très longtemps quand je disais que si j'arrivais pas à faire mes études d'ingénieur, je deviendrais professeur. Finalement, c'est un peu ce que je deviens. Mais j'avais ces deux aspects-là. Et en plus, pendant mes études, ça me faisait un petit peu d'argent. Donc, ça me faisait un petit peu d'argent de poche. Quand on est étudiant, on est toujours content d'avoir un petit peu d'argent pour payer les sorties ou mettre de l'argent de côté, mais c'était toujours assez amusant. Et je dirais que donc ça c'est la troisième chose. Et la quatrième raison pour laquelle j'ai commencé progressivement à me dire que ça pouvait devenir un métier, c'était que ça avait un vrai impact. J'avais des messages, j'avais des mails de gens qui me disaient que je les avais beaucoup aidés. Parfois, simplement c'était cool, parfois c'était vraiment des changements de vie qui sont assez touchants et parfois difficiles à se rendre compte des choses, mais quand on les lit, on prend le temps de lire ces messages, on se dit ok, en fait ce que je fais, certes je le fais pour moi parce que j'aime bien, parce que ça marche, mais aussi parce que je me rends compte que ça a un impact. Je dirais que ce coup, c'est progressivement, je me suis dit, ok, ça peut être un métier, mais comme je te disais, je suis pas du tout fermé à changer en fait de métier plus tard, à transformer mon activité. Là, je travaille sur un autre projet en même temps qui m'aidera sur mon activité principale, mais qui pourrait devenir même une activité en elle-même, quelque chose de type logiciel, etc. Mais on verra en fait, je me laisse un petit peu pas porter parce que bien sûr je m'organise sur les prochains mois, mais je me laisse quand même ouvert à toutes les opportunités possibles. Voilà, il y a quelques mois, du coup, le mois dernier, j'ai pu passer quelques heures à faire de la formation présentielle dans mon ancienne école. C'est quelque chose que j'avais pas du tout mis sur mon emploi du temps, mais quand j'ai eu l'opportunité, je me dis ah bah c'est super cool, vas-y, je vais faire ça, je vais essayer, je vais sortir un peu de ma zone de confort, même si c'est pas le terme que je préfère parce qu'il a été employé à tort et à travers, mais c'est un peu ça quoi. Et ça permet de découvrir de nouvelles choses. Donc pour l'instant, c'est le métier que je fais aujourd'hui, mais est-ce que je le ferai encore demain? Je pense qu'il y aura toujours le côté créatif, il y aura toujours le côté, on va dire transmission, peut-être pas enseignement, mais transmission qui sera présent. Ouais. Et justement, le côté créatif, création de contenu, comment tu as fait toi pour t'organiser pendant tes études à faire la création de contenu à côté? Alors ça a été le gros truc. En fait, j'ai commencé par me poser une question, c'était quelles sont mes priorités? Quelles sont mes priorités? Bon, numéro un, c'était décrocher mon diplôme. Parce que c'est bien joli, mais je préférais quand même avoir mon diplôme. Mes parents avaient payé mes études, je travaillais depuis longtemps là-dessus. Donc déjà, ma priorité, c'était de ne jamais, on va dire, faire une vidéo au lieu de réviser un examen. Euh, Même s'il y a des fois où je faisais un peu des deux, bien sûr. Hein. C'est toujours un petit peu trop, mais en tout cas, ma priorité numéro un, c'était quand même mes études. Ensuite, c'était moi, mes amis, etc. Je voulais passer quand même des bonnes années d'études. Je voulais pas non plus, en gros, travailler d'arrache-pied pour mes études et le soir, en gros, ne jamais sortir, ne jamais passer de temps avec ces amis-là parce que je travaillais sur un projet entrepreneurial. J'aurais pu, hein, il y a des gens qui font ça et qui, du coup, sortent avec un projet de fou. Moi, j'ai privilégié plutôt l'aspect humain et l'aspect de la personne. Par contre, en troisième, du coup, il y avait ce projet-là, type business, on va dire. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis aussi posé la question de pourquoi est-ce que je crée ce projet-là. Et je crée ce projet-là, pas forcément pour m'enrichir, pas forcément pour toutes ces raisons, mais surtout pour créer une activité qui est au service de la vie que je veux mener. Ça peut paraître un peu bateau ce que je dis, mais c'était vraiment la philosophie que j'ai. Et cette philosophie que j'essaye d'avoir le plus encore aujourd'hui avec, par exemple, une activité qui me permet de gérer mon emploi du temps et mon temps comme je le souhaite. C'est une certaine richesse en fait, qui est peut-être pas monétaire, mais qui est sur cette liberté-là. Et donc moi, je pensais à ça quand je m'organisais pendant mes études. Je me dis, ok, il faut que je trouve une manière de m'organiser qui fait que mes études, ça se passe bien. Je vois du monde, je me fais de très bons amis pendant mes études, mais aussi j'ai un projet qui tourne. J'ai eu de la chance, mis à part la deuxième année qui a été assez difficile, les années à l'école se sont plutôt bien passées. Après, je suis plutôt bon élève. Je sais, du coup, avec tout ce que j'ai pu apprendre, comment apprendre. Donc, j'ai pu être un peu plus efficace là-dessus. Donc, ça a fait que déjà la première priorité était plus facile. Il y avait des moments où clairement j'avais 2 semaines de révision assez intense avant des partiels. Mais à part ça, ce qui arrivait une fois tous les 6 mois, quoi, ou une fois tous les 3-4 mois, ça pouvait le faire. Sachant qu'à ce moment-là, ce que je faisais, c'est que je me préparais un petit peu à l'avance. Je préparais quelques contenus à l'avance, j'allégeais un petit peu le rythme à ces moments-là, et ça passait très bien parce que de toute façon, même si en tant que créateur de contenu, on a le stress de la régularité, faut pas que je les laisse trop longtemps sans contenu. En fait, on peut rester quelques jours sans contenu, il n'y a vraiment pas de souci, même quelques semaines, parfois même quelques mois, il n'y a pas du tout de problème. Les gens, si on crée une vraie connexion avec les gens sont là. Et donc, ce que je faisais, c'est que pour m'organiser, je suis en train de réfléchir si c'est vraiment une méthode particulière, mais en fait, juste dans mes journées, j'y ai fait quand même certains choix. Par exemple, du coup, je n'ai pas vu toutes les dernières séries à la mode. Les films, ça j'ai regardé quand même. Pareil, tous les animés que des amis regardaient, j'ai pas pu tout regarder. Donc j'ai fait certains choix. Pareil, je me suis rendu compte, par exemple, c'était du coup il y a 4 ans, donc
pile au moment où j'ai commencé à faire tout ça, 4-5 ans. Je passais beaucoup de temps à l'époque sur Twitter. Je me suis dit, bon bah, déjà, c'est pas le temps qui est le plus utile. Je passais plus de 2 heures par jour, je crois, dessus. Et je me suis dit, bon bah, tu sais quoi, je vais l'enlever. Non, je passais même 3 heures dessus. Je vais l'enlever. Je n'ai pas supprimé les 3 heures directement parce que j'ai passé en fait du coup 1 heure sur Instagram de plus. Mais je me suis dit, je vais enlever cette partie-là qui, pendant un mois, je vais voir si j'en ai besoin parce que je me suis dit, la FOMO, je vais peut-être avoir des choses que je vais manquer. Et c'est vrai que j'ai des trucs que j'ai loupés du coup. Il y a des trucs où il y a des gens qui font ah, t'as vu ça sur Twitter et tout. Non, je l'avais pas vu. Mais bon, ça me libérait 2 heures de mon temps par jour et 2 heures du temps, c'est beaucoup pour faire des choses. C'est largement ce qu'il faut pour faire un contenu sur Instagram tous les 2-3 jours et un podcast par semaine. Donc j'ai choisi de faire certains choix sur certains passe-temps, certaines activités en me disant ce temps-là, il n'est pas négatif parce que moi je suis pas anti-réseau, je suis pas anti-écran, je joue aux jeux vidéo. Donc si vraiment j'aurais voulu être productif à 100%, j'aurais juste supprimé les jeux vidéo de ma vie. Mais non, donc, je me suis juste dit, je sais que ce temps-là il n'est pas alloué de la meilleure façon. Donc je vais l'allouer sur d'autres projets et naturellement ça s'est fait et aujourd'hui c'est toujours le cas. Aujourd'hui j'ai mes différentes priorités qui ont un peu changé, mais c'est toujours l'organisation que je vais essayer d'avoir, c'est me dire ok, autant je fais attention à mon repos, je travaille pas d'arrache-pied tout le temps. J'ai pas envie de me cramer, je vais toujours être là moi dans 10 ans, dans 20 ans si je fais ce métier d'entrepreneur. Mais je vais choisir mes priorités et mon temps pour me dire bon bah c'est là que je vais passer du temps et là je vais passer un petit peu moins. Et justement, tu insistes beaucoup sur l'importance dans ton contenu, sur l'équilibre entre la productivité et le bien-être. Comment y parviens-tu toi, personnellement, et quels sont un peu les hacks que tu donnes d'une manière générale? Alors, pour moi c'est super important comme tu dis, c'est vraiment de toute façon je pense que c'est un sujet qui commence à vraiment devenir très on en parle, c'est très bien, la santé mentale, le burn-out au travail. Moi j'ai vu des personnes qui étaient cadres, qui étaient dans des métiers qui pourtant sont très bien payés, qui sont assez enrichissants, mais qui sont difficiles mentalement, qui sont prenants. Même si c'est dans la bonne façon, on peut avoir des métiers qui sont qu'on adore. Moi, je pense à ma mère qui est professeure, qui travaille beaucoup, qui aime beaucoup son métier. Et moi, je lui dis, faut que tu calmes un petit peu, mais c'est parce que ça, elle aime ça. Donc, pour moi, il y a une vraie question, que ce soit pas forcément dans le positif ou dans le négatif, mais juste prendre du recul par rapport à nos activités. Et quand on est entrepreneur, quand on est à notre compte, c'est encore pire dans le sens où on est libre de faire ce qu'on veut, de nombre de clients qu'on veut, etc. On a la pression du chiffre, donc parfois, voilà, on peut se mettre à trop travailler. Donc moi, c'est quelque chose que je me suis tout de suite, j'ai mis un peu des garde-fous. Je me suis dit, il faut que je fasse attention à ça. Pour 2 raisons. La première, c'est que je sais que de toute façon, ça va empiéter sur mon contenu. Si je commence à faire je veux faire, ok, je fais 3 vidéos par semaine, bah ça va quand même être moins bien. Et il y a un certain équilibre en fait à trouver entre qualité et quantité. Même si je pense qu'au début, c'est assez intéressant de faire de la quantité quand on est dans la création de contenu par exemple, parce que ça permet de gagner en compétences. Et après, on pourra réduire le rythme pour se concentrer sur la qualité. Mais faire une vidéo par mois pendant un an, à la fin de l'année, tu as fait 12 vidéos. La deuxième vidéo, moi, ma deuxième vidéo, elle était pas ouf. Hein. Donc, vaut mieux le faire en quelques semaines plutôt qu'en un an. Et ensuite, la deuxième raison, c'est que dans un métier comme le mien, où je suis assez créatif, où on va dire on appelle les travailleurs du savoir, où notre principal outil, c'est notre esprit, notre façon de penser, etc. Le repos a encore plus d'importance parce que c'est pas compliqué. Si je le sais, si je fais imaginons une mauvaise nuit de sommeil le matin et même l'après-midi, je vais avoir du mal à réfléchir. Je vais pas avoir des bonnes idées, des idées créatives. Je vais pas réussir à bien écrire mon script ou plein de choses. Il y a plein de choses que je vais pas réussir à faire. Donc le repos en fait c'est si je travaille 1 heure de plus aujourd'hui, je sais pas parce que demain je risque d'être pas du tout productif. En fait je vais peut-être perdre 3 heures demain. Donc à chaque fois je me dis c'est pas grave, même si j'ai pas fini tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Je sais que quand on parle d'organisation, les gens pensent que je suis quelqu'un qui ne repousse jamais du travail, etc. C'est loin d'être le cas. Mais je le fais de manière consciente. Je me dis, bon bah, aujourd'hui je pourrais travailler 1 heure de plus. Et c'est possible, personne me dit de travailler ou pas, c'est juste moi qui choisis. Mais si je travaille 1 heure de plus, demain je vais peut-être perdre 2-3 heures, même peut-être toute la journée, parce qu'en fait je vais pas réussir à travailler. Donc c'est pas rentable du tout. Autant poser les choses, la nuit porte conseil, je me repose bien, et le lendemain je réattaque. Et donc moi pour faire ça, encore une fois c'est mes priorités. Donc mes premières priorités, ma priorité numéro 1, bon en tout cas aujourd'hui, c'est mon bien-être, que ça se passe bien, mon repos, etc. Ensuite, je vais avoir les personnes qui comptent autour de moi, donc mes amis, donc voir ce monde-là. Et ensuite, je vais avoir mon activité qui est quand même importante, bien sûr, mais en gros, à chaque fois, je vais quand même faire attention à avoir ces 2 aspects qui fonctionnent avant de travailler. Je me dis, ok, en ce moment, je me sens bien, etc. Mon bien-être, mon repos, c'est bon. Est-ce que je vois du monde? Est-ce que ça se passe bien côté social aussi? Super. Et en plus, c'est des moments moi, qui enrichissent mes pensées parce que je discute, parce que je débat, parce que donc c'est des moments qui sont
entre guillemets productifs, même si moi je veux pas tout rendre productif, c'est des moments qui sont quand même productifs. Et j'ai mon activité qui vient juste après. Euh, et du coup, bah, en fait, ce que je fais aussi, c'est que je vais organiser mon repos un petit peu, ou mes activités avec les personnes que je veux pour penser à autre chose. Parce que ce qui est bien en organisant tout ça, en planifiant les moments de repos, c'est qu'il n'y a plus du tout de culpabilité à se reposer. On a parfois, surtout quand on est entrepreneur, quand on est à notre compte, on peut avoir une certaine culpabilité. Je suis en train de jouer à un jeu vidéo, je me dis, ah franchement, est-ce que ça vaut le coup de jouer 1 heure alors que je pourrais travailler ou je pourrais taffer la vidéo qui prend du retard. Bah, en fait, la réponse est bien souvent oui, ça vaut le coup de se reposer, de faire autre chose. Parce qu'on ne sait pas, ça se trouve déjà, déjà c'est du repos, ce qui est bien, mais en plus ça se trouve, tu regardes un film, tu regardes une série, tu vas te balader. Ces moments-là, en fait, peuvent te faire penser à de nouvelles choses, à te faire réfléchir à de nouvelles opportunités, de nouveaux problèmes, etc. Moi, c'est pendant mes balades que j'ai le plus d'idées créatives. Donc, je planifie et surtout, ce qui est aussi cool, c'est que déjà, quand on se reposera, il n'y aura pas de culpabilité. Et si on planifie notre repos, moi je sais qu'après une bonne journée, bon bah je sais que je vais aller boire un coup avec un ami, je vais aller sortir, demain je vais aller faire du sport avec des amis, etc. Je me dis ok bah j'aurais bien travaillé et entre guillemets ça me motive un petit peu à bosser. Je me dis ah bah en plus dès que j'aurais fait tout ça, je pourrais me reposer, je serais cool, je serais T'as cette content. récompense. Ouais. C'est ça. Ça c'est vraiment les 2 points qui m'aident moi à organiser mon bien-être. Mais je dirais à chaque fois quand même, quand je fais mes bilans, chaque semaine, chaque mois, je me pose la question, je me dis ok, est-ce que là je trouve que l'équilibre est toujours bon. Par exemple, moi, c'est une vidéo qu'il faut que je fasse cet après-midi, tu vois, pour les prochains jours. Je me suis rendu compte, en fait, que ça fait, du coup, depuis septembre, depuis que j'ai commencé à être à mon compte, que je n'ai pas mis de réveil. Le matin, je ne mets pas vraiment de réveil, franchement, même pas du tout. C'est une chance qui est assez importante, je le sais. La plupart des gens mettent des réveils le matin. Mais moi, j'ai cette chance-là. Et du coup, ça me permet, en fait, de toujours avoir mes 8 heures de sommeil. En fait, je me laisse me réveiller, donc moi je fais mes 8 heures de sommeil, et je me rends compte que ce repos-là est super important. Parce que si je fais une mauvaise nuit de sommeil, si je dors que 6 heures ou 7 heures, je sais que le matin je vais avoir du mal à travailler. Donc c'est pour ça aussi que j'accepte de ne pas avoir le taux, l'exact, ok je me réveille à 8 heures, 7 heures, etc. C'est pas grave, moi je me réveille vers 8h30, 9 heures de manière naturelle. C'est pas grave, au moins j'ai mes 8 heures de sommeil. C'est aussi parce que bien sûr je me couche un peu tard, je me couche un peu plus tard, mais en tout cas, voilà, je me mets pas de réveil et je sais que ça me permet d'avoir mes 8 heures de sommeil tous les jours, de pas être au stress le soir à me dire, à calculer le nombre d'heures de sommeil que j'ai, si je me couche maintenant, il faut que je dorme dans 15 minutes parce que sinon je vais avoir que 7 heures de sommeil. Il n'y a pas ça. Et au moins, j'ai mon sommeil, j'ai mon repos et le matin j'attaque. Je préfère travailler que à partir de 10 heures, imaginons, mais parce que j'ai bien dormi, je me suis bien réveillé lentement, j'ai pris le temps le matin pour me réveiller, plutôt que me stresser à me dire il faut vraiment que je travaille à partir de 8h30 parce que dans mon planning ce que j'ai fait, alors que c'est moi qui mets mon planning, j'ai dit que c'était à 8h30 que je travaillais alors qu'en fait ça va brusquer un petit peu mon rythme. Voilà, je m'écoute un maximum, et si à un moment il y a une journée je me rends compte que ouais là il faudrait peut-être du repos, bah, je prends une journée. Alors bien sûr quand on est entrepreneur les vacances tout ça on a parfois du mal parce que on enchaîne et on voit pas trop le temps passer. Mais c'est aussi accepté parfois. Ça a été moi un truc un peu difficile, mais je me suis dit à un moment on est rentré de vacances et on avait une vidéo à faire pour le 2 jours après. Et malheureusement on n'avait pas eu le temps de prendre de l'avance. Et à ce moment-là j'ai fait bon bah je vais juste faire une pause, c'est pas grave, on décalera. Il n'y aura pas de vidéo cette semaine, ça fait pas grand-chose. Et ça n'a rien fait du tout, il n'y a pas eu de souci, hein, y a pas, le monde ne s'est pas écroulé, donc j'ai pu prendre du repos. Donc voilà, c'est s'écouter et réussir à gérer cet équilibre. Et justement, en dehors du repos qui est très important, comme tu dis, de savoir bien gérer son repos et son sommeil, qui est notre moteur au final, quels sont les rituels ou habitudes que tu as pour maintenir une bonne hygiène de vie? Est-ce que tu as une morning routine? Est-ce que tu as tes habitudes du matin? Je sais qu'on entend pas mal parler de ça aussi dans la gestion du temps et la productivité. Quelle est ta vision à toi là-dessus? Alors, ma vision là-dessus, sur la routine du matin et la routine du soir, c'est que c'est des moments importants de la journée, hein. Bien débuter la journée, bien la terminer, c'est quand même comme quand on disait dans une dissertation, le plus important c'est quand même une bonne introduction et une bonne conclusion. Bien sûr, le milieu c'est important, hein, mais ou même dans un film, si un film commence bien et termine bien, souvent on a un bon souvenir. Donc pour moi, une journée c'est pareil, il faut bien la démarrer et bien la terminer. Mais le problème c'est que ça a été un petit peu galvaudé et aujourd'hui la routine matinale est devenue quelque chose de soit sacré, soit très compliqué, soit on se prend un petit peu sur la tête. Moi je suis partisan de la simplicité dans l'organisation, dans la vie de tous les jours. Et donc pour moi, le but de la routine matinale, elle est simple, c'est se réveiller avec le sourire. Et se réveiller de façon naturelle et que ça se passe bien. Donc pour ça, il n'y a pas forcément 10 000 solutions, hein, ça va dépendre de la personne. Moi, ma routine matinale, elle est simple. Je me réveille du coup sans réveil. Voilà, je laisse
mon corps se réveiller. En ce moment, c'est aux alentours de 8h30, 9h. En fait, ça va dépendre par rapport un peu au soleil, etc. Si je ferme mes rideaux ou pas. Bref, voilà, je me réveille naturellement. Et je vais essayer au maximum, si je peux, de pas trop utiliser mon téléphone, voire de ne pas l'utiliser du tout le matin, pendant les, on va dire, 30 à 1h le matin. Et ensuite, ce que je fais, moi, c'est juste que je me pose à mon bureau, je me suis fait mon petit café et je vais organiser ma journée. Moi, il n'y a que ça, tu vois, dans ma routine matinale. Il y a pas d'étirement, il n'y a pas de méditation, même si je pourrais le faire. Il n'y a pas de lecture non plus. J'ai testé un petit peu tout ça, j'ai testé un petit peu tout, mais pour l'instant, en tout cas dans cette phase de vie que j'ai, je suis plutôt tranquille à juste me faire un petit café et organiser ma journée parce que j'aime bien, en fait, ça me permet de démarrer la journée par quelque chose qui est assez simple, qui est une tâche qui est juste organiser et planifier ce que je vais faire aujourd'hui, qui permet en fait, de bien enchaîner ensuite avec la suite. Parce que je sais que une fois que je me suis organisé, je regarde, bon bah c'est quoi la première tâche, la première chose que je veux faire ce matin, et je commence à faire ça. Donc ça c'est ma routine, et la routine du soir elle est assez similaire. Souvent ce que je fais c'est que avant de terminer de travailler, je regarde ce que j'ai fait aujourd'hui, peut-être certaines choses que du coup je ferai demain. Et après, j'essaye au maximum de ne pas utiliser mon téléphone le soir, mais j'utilise toujours un petit peu. Ça, je suis le mauvais élève là-dessus. Même si maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaie au maximum de plutôt l'utiliser comme un podcast au lieu de regarder une vidéo, par exemple. Même si c'est une vidéo, je vais retourner mon écran pour être dans le noir, etc., avoir le moins de lumière possible. Donc, je vais plutôt écouter, on va dire, la vidéo ou faire un podcast. Mais ça permet de m'endormir tranquillement. J'ai la chance d'avoir pas du tout de problème pour m'endormir. Moi, je m'endors en quelques minutes à peine. Donc on va dire que le moment où je m'endors, voilà, je me couche, je m'endors très rapidement. Mais du coup, le matin, tu vois, je me prends pas trop la tête par rapport à ça. Mes habitudes, elles sont assez simples pour mon bien-être sur le réveil. Et ensuite, sur la vie de tous les jours, je dirais que de toute façon, il y a trois choses qui sont importantes pour, on va dire, avoir une bonne énergie tous les jours. C'est le sommeil. On a déjà un petit peu parlé, je fais très attention à mon sommeil. Dans le sens où je suis pas du genre à traquer mon sommeil, à avoir tout ça. On peut le faire, mais moi je suis pas du tout forcément dans toutes ces choses-là. Moi juste, je me dis, il faut mes 8 heures de sommeil et 8 heures de bien dormi. Bien sûr, il y a des nuits où je dors moins bien, mon chat il fait n'importe quoi, il fait du bruit, je sais pas quoi. Mais la plupart du temps, ça se passe du coup assez bien. La deuxième chose, c'est l'alimentation. Donc pour ça, encore une fois, je suis pas le meilleur élève, mais j'essaye de manger équilibré, de manger plutôt bien. Et par exemple, quand je travaille et que j'ai par exemple un tournage l'après-midi, j'essaie de faire un repas un peu plus léger le midi, parce que je sais que voilà, pendant une heure ou deux après, ça va être un petit peu la barre au ventre, etc. Je vais avoir du mal à relancer tout ça. Donc je fais un petit peu attention quand je sais que je vais avoir des choses. Après, sinon, c'est pas très grave, hein, je digérerai et je prendrai le temps. Euh, et enfin, le troisième aspect, c'est l'activité sportive. Ça, c'est le truc que aujourd'hui je retravaille un petit peu parce que pendant très longtemps, j'étais assez sportif. Et aujourd'hui, avec le métier que je fais, qui est malheureusement un petit peu sédentaire, je suis toujours sur une chaise. Bien sûr, j'ai mon bureau que je peux mettre en mode debout, mais bon, c'est pas du sport non plus. Donc j'essaie du coup chaque semaine de faire du sport. En ce moment, je suis sur le padel qui a le vent en poupe, qui est très connu, etc. Parce que j'aime bien le côté en fait. Moi, le sport en soi, je l'aime bien, mais c'est surtout le fait de pouvoir le faire avec des amis. On le fait à 4, donc ça, en 2 contre 2, ça se joue en équipe. J'aime beaucoup en fait, c'est un moment sportif, et donc ça me fait sortir pendant 1h30, 2 heures. Où, en vrai, quand on joue vraiment, tu le sens après dans les jambes un petit peu. Donc c'est assez cool. Mais surtout, en fait, ça me permet de retrouver du monde. Moi, j'ai testé la musculation, j'ai testé la course en solo. C'est pas les trucs, voilà, ça me gonfle un petit peu parce que certes, je sais que c'est important l'activité physique, hein, je le sais très bien, mais faire l'activité physique dans le seul but de faire de l'activité physique, c'est pas le kiff. Si là, je vais faire une course avec des amis, pourquoi pas, même si j'aime pas trop la course, même si j'aime pas trop ça, je serais beaucoup plus enclin à le faire que si j'allais juste courir. Et du coup, c'est un peu la philosophie que j'ai par rapport à tout ce que je vais faire dans mes journées. Je me dis, ok, je vais essayer de lier l'utile à l'agréable. Je sais que l'activité physique c'est important, je sais que le repos c'est important, bah, je vais essayer de faire si possible avec des gens que je veux. Je vais peut-être aller boire un coup, me reposer un petit peu avec des amis, on va se poser, on va se balader, ou alors si je vais faire du sport, bah, essayer de le faire aussi avec des amis. Ça permet de que ce soit plus simple en fait de faire tout ça. Parce que en fait c'est facile c'est assez simple de malheureusement pas trop prendre soin de soi. Souvent on prend plus soin des autres que de nous. Donc moi je vais essayer, je me suis mis en place un petit peu des, euh, des aides, on va dire. En fait, ce que je me dis, c'est que certes, on peut dire tout ce que je veux. Moi, je me dis, je suis un peu nul. On va dire dans le sens de la vie de tous les jours. Je suis pas le mec le plus discipliné, je suis pas le mec le plus motivé. Mais du coup, je vais faire en sorte de m'aider, quoi. Je vais planifier ma journée. Si je planifie rien, je vais rien faire. Donc, je vais planifier. Mes habitudes, je vais le faire avec des amis, avec des gens que je connais, parce que au moins je sais que ça va me motiver à mettre une basket. Quand j'ai un rendez-vous demain à midi, on va faire du padel, bah il faut que j'y sois. Sinon, tout, mais en plus, déjà, les gens ils peuvent pas faire si je suis pas là. Donc en plus, il y a des responsabilités, donc si je suis pas là, ils peuvent même pas jouer. Donc voilà, ça aide en fait. Pareil pour la routine matin, pareil pour la routine du soir. Je me dis, si je fais rien, je vais juste rien faire du tout et avoir
pas des habitudes forcément mauvaises, mais des choses qui sont pas folles. Et je sais que moi, ça m'embêterait en fait de pas faire plein de choses. En fait, il y a plein de choses que je veux faire tous les jours que je fais pas parce que je les planifie pas. Donc, il faut juste que je les planifie, bête et méchant. Et là, je le fais. Et justement, tu vulgarises leur productivité, hein, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que sans tomber dans le piège de l'ultra-performance, tu valorises plutôt une productivité humaine, Mhm. accessible et durable dans le temps, justement, de savoir bien gérer tout ça. Euh, quelle est ta définition et comment tu vois les choses, toi, d'une manière générale, là-dessus? Alors, la productivité, c'est quelque chose qui est assez difficile à définir. Ce qui est marrant, c'est que quand on parle de productivité dans le monde du travail et du savoir, souvent on va parler de comme on a du mal à savoir mesurer la productivité, on parle souvent d'heures de travail, ce qui est je trouve très mauvais parce que pour moi c'est vraiment peut-être la pire le pire indicateur pour savoir si on est productif de dire j'ai travaillé 10 heures aujourd'hui. Il y a une grosse déjà première différence à poser entre être occupé et être productif. Quelqu'un qui a des réunions toute la semaine et ces réunions elles servent quasiment à rien, il se rend compte qu'en fait il passe 2 heures dans une salle avec 4 autres personnes et en fait ils avancent pas, ça aurait pu être un zoom ou un mail en 3 minutes. Bon bah là la personne a été occupée, elle n'a pas été productive. Pour moi la productivité c'est plusieurs choses à la fois. Moi ce que je dis souvent pour résumer un peu les choses c'est savoir, c'est être efficace dans ce qu'on fait, donc gagner du temps pour faire ce qu'on veut après. Donc bien sûr, on peut être productif pour ensuite être encore plus productif, donc avoir plus de temps pour d'autres projets, mais ça peut très bien être aussi ma tâche au lieu de me prendre 3 heures, elle me prend 1 heure, et du coup j'ai 2 heures pour lire un petit peu, aller faire du sport. La productivité c'est ça, c'est être plus efficace dans son temps, mais pas forcément dans le but de travailler plus, pas forcément dans le but de maximiser tout non plus, mais en tout cas d'être un peu plus efficace dans son travail pour avoir du temps pour faire autre chose. Mais il y a aussi tout le côté intentionnel, l'intention qu'on a dans notre travail, ne pas juste être enchaîner des missions et tout qu'on n'a pas envie, voilà, mettre de l'intention dans nos actions, que ce soit durable, donc on a beaucoup parlé ici déjà de bien-être et d'équilibre. Une vraie productivité, c'est une productivité qui est durable sur des années et des années. Il y en a qui disent ouais je suis ultra productif, je travaille 100 heures cette semaine. Waouh, ok, bah, dans 3 semaines tu t'exploses quoi. Donc à quoi bon. Donc pour moi c'est ça la productivité. Même si aujourd'hui ça a été, je pense que c'est toujours plutôt bien vu, mais en même temps, euh, on a été, je pense, après du coup la pandémie, etc., on s'est rendu compte de beaucoup de nos comportements, de nos habitudes de travail qui sont assez négatives, surtout dans le monde plus classique du salariat, mais à son compte aussi, parce qu'on se retrouve à faire nous-mêmes on va dire les obligations de travail qu'on pouvait avoir quand si on est salarié. Euh, mais en tout cas, je pense que le pire indicateur, c'est le temps au travail. Euh, Même s'il y en a qui sont très contents de dire je travaille que 2 heures par jour. Bon, moi je trouve souvent que c'est plus ou moins vrai parce que parfois je pense qu'ils ne comptent pas exactement leurs heures comme ils devraient les compter. Mais la productivité, c'est réussir à. Imaginons cette semaine, je me prévois des choses et à la fin de la semaine, j'ai tout fait. Ou plus ou moins tout fait. Dans un temps qui me semble raisonnable. Qui peut-être que pour certaines personnes, je n'aurais pas été productif. Mais en tout cas, la productivité, elle est personnelle. C'est moi qui. Ça me semble productif. Je me suis dit, ok, cette semaine, j'ai réussi à faire tourner une vidéo, prendre de l'avance sur ça, écrire un script, etc. Ok, j'avais prévu de faire ça cette semaine, j'ai fait tout ou en partie. Pour moi, c'est bon, tout en bien sûr, pensant à est-ce que cette semaine j'ai fait que travailler ou est-ce qu'en plus j'ai pu prendre le temps le soir, j'ai pu lire un petit peu. En gros, c'est toujours cette réflexion qu'on a autour du temps qu'on dépense et comment on l'alloue de manière intentionnelle sur ce qu'on veut en fait. Et justement, dans ce sujet-là, il y a aussi le sujet des distractions, des sollicitations, de toute cette énergie et où on se fait accaparer pendant notre travail ou pendant un temps de qualité, comme on dit. Euh, c'est très important aussi d'analyser ça, mine de rien. Oui, je pense que on se rend pas compte du côté négatif en fait. Enfin, on s'en rend compte de plus en plus, mais des distractions, que ce soit pendant qu'on travaille, et ça c'est un vrai truc, hein. Il y a plein d'études là-dessus qui parlent de voilà des différentes pertes de productivité. J'avais vu jusqu'à 40% de productivité en moins, plus de 50% d'erreurs supplémentaires quand on se laisse interrompre dans son travail. Et en fait, une interruption toute simple, hein, ça peut être une notification sur le téléphone, un email qui apparaît, ça peut être un collègue ou quelqu'un qui vient nous demander quelque chose. Toutes ces interruptions-là, souvent externes, font perdre peut-être 5-10 secondes, mais en fait, nous empêchent de nous remettre dans notre travail tout de suite. Et ça peut faire perdre 5-10 minutes. Et si on se laisse interrompre toutes les 3 minutes, en fait, on n'arrive jamais à se plonger dans son travail. Ce qu'il faut, c'est réussir à se protéger de ces distractions. Pour ça, il y a plusieurs solutions, hein. Moi, la première chose que je conseille aux personnes, c'est le téléphone. Le téléphone qui est pour moi l'outil de distraction parfait. Ce
Ce qui est bien, parce que parfois on a envie de se distraire, parfois on a envie de regarder des bêtises. Je suis pas du tout, encore une fois, anti-réseau, anti tout ça. C'est bien aussi de passer quelques heures parfois voilà, à regarder des bêtises. Mais quand on travaille, on a envie de se protéger de tout ça. Donc moi, la première chose que je fais, c'est que mon téléphone, quand je travaille, sauf si vraiment j'en ai besoin, il est rangé dans un tiroir, ou en tout cas pas à ma vue. Ou au moins, si vraiment j'en ai besoin et que j'attends par exemple un appel, je le retourne écran contre le bureau pour ne pas que dès qu'il y a une notification ou un truc, hop, je regarde. Deuxième chose, moi je suis en ne pas déranger. Alors, je sais qu'il y a des gens, en fait, soit on est convaincu par le mode ne pas déranger, soit on ne l'est jamais. Moi, je suis en ne pas déranger depuis des années. Ça doit faire 3-4 ans. Donc, pas de son ou de notification sonore et pas de vibration non plus. Sauf pour un appel, par exemple, si je veux. Ce qui est toujours le problème des gens, ils disent non, mais ne pas déranger, si je loupe un appel important, etc. Imagine, il y a ma maman qui m'appelle ou un proche. Bon, des gens peuvent mettre des exceptions. Donc, ça, c'est cool. Dans les paramètres, tu peux tout à fait mettre une exception pour compagne, compagnon, ce genre de choses. Et ensuite, moi, en fait, je me suis rendu compte que j'ai jamais loupé en 3-4 ans d'appels vraiment importants. Au pire, je rappelle dans l'heure si vraiment pendant une heure j'ai pas été sur mon téléphone. Pareil pour les messages. On est dans un monde où malheureusement on s'habitue à répondre instantanément aux emails, aux WhatsApp, aux messages. Mais en fait, franchement, si alors bien sûr, on est content quand quelqu'un répond directement parce qu'on a cette discussion et on peut enchaîner. Mais dans le monde professionnel en tout cas et dans tout ça, c'est pas grave si le mail on le répond pas tout de suite. C'est pas grave si on le répond dans l'heure. Donc moi, je me dis pas de notif, enfin pas de son sonore. Et j'ai aussi supprimé le maximum, voire toutes les notifications que j'appelle non humaines. En gros, si c'est un ami qui m'envoie un message, je veux voir la notification. Je veux pas avoir de son, parce que je veux pas que ça me dérange pendant que je travaille, mais je veux voir la notification parce qu'il faut un moment que je puisse répondre à cette personne-là. Avoir l'information. C'est ça. Mais par contre, quand c'est, je sais pas moi, Uber Eats qui me dit il y a une promotion sur le poulet, ici il y a, je sais pas moi, une application Instagram qui me dit t'as déjà vu la dernière vidéo qui vient de passer. Ça, c'est une notification que je ne veux pas avoir. Parce qu'en fait, c'est une notification de l'application qui essaie de m'attraper. Et surtout, les algorithmes nous connaissent très très bien aujourd'hui, ils savent très bien à quel moment de la journée on est, et ils savent à quel moment de la journée, par exemple, on travaille, à quel moment de la journée, parce qu'ils ont fait déjà des tests, ils nous ont testé des notifications, à quel moment ils peuvent nous envoyer une notification pour qu'ils viennent nous chercher. Parce qu'ils savent qu'on est au moment où on peut se faire avoir. Donc j'essaie du coup de limiter ça au maximum. Ensuite, malheureusement, on est aussi, on peut se laisser distraire de manière interne, avoir envie d'aller checker, d'aller voir si on n'a pas un nouveau message, un nouveau truc. Donc pour ça, il n'y a pas 30 000 solutions. La solution du tiroir, moi j'aime bien, franchement, parce que je me rends compte que quand je ne l'ai pas dans mon champ visuel, mon téléphone, j'y pense beaucoup moins. En fait, vraiment, au début, je me dis, ah mince, je l'ai pas. En fait, parfois, au bout d'une heure, je fais, attends, mais oui, mon téléphone est en train de charger dans l'autre pièce, et j'ai oublié en fait. Alors bien sûr, quand on est sur l'ordinateur, il y a toujours les mails, il y a toujours des choses, on peut toujours avoir accès à des choses. Mais ça permet déjà d'enlever une partie des distractions internes de moi qui pourrait être en mode, ah, je pourrais aller checker ça. Surtout que c'est souvent au pire moment. C'est au moment où on est pile poil en train d'être productif. Au moment où on est en train de faire le plus dur. Par exemple, je suis en train d'écrire ma newsletter de la semaine et je commence à écrire et j'ai fait 3 phrases un peu stylées. Il faut que je réenchaîne et j'ai envie de prendre mon téléphone parce que on sait pas pourquoi, mais de manière vraiment automatique, mécanique, presque robotique, on prend notre téléphone parce que notre cerveau a trop travaillé et pour éviter l'inconfort de notre travail, on essaie d'éviter ça le plus vite possible. Ça c'est terrible parce qu'en plus c'est le moment où on est dans notre jus, dans la concentration. Donc le téléphone j'essaie de l'enlever et après la meilleure solution, même si moi c'est le truc que j'ai pas encore fait parfaitement, mais j'arrive à gérer mes moments où je travaille et les moments où je me laisse distraire, c'est par exemple pour tout ce qui est email etc, choisir des moments dans la journée par exemple pour y répondre. C'est pas simple, franchement je trouve ça pas forcément facile, il y en a qui arrivent plus que d'autres. Moi les emails souvent ça me dérange pas mais je les vois, enfin je vais souvent toutes les heures juste aller regarder si j'ai pas des nouveaux mails. Par contre je vais pas y répondre tout de suite, je vais les mettre à répondre et j'y pense plus. Et à un moment de la journée je me dis ok je réponds à tous mes mails que j'ai reçus aujourd'hui. Donc ça peut aider toutes ces distractions, mais c'est important de s'en rendre compte en fait. Je pense que c'est important aussi de faire un petit peu un audit honnête de nos distractions, du temps qu'on passe sur les écrans, du temps qu'on passe sur ces moments-là. C'est comme quand je parlais de Twitter il y a quelques minutes, certes c'est pas du temps qui est forcément ultra négatif, même si il servait pas à grand chose, mais je me suis dit, bon là, ce temps-là, tu sais quoi, je vais tester pendant 30 jours de plus l'utiliser, faire autre chose, remplacer. Parce que c'est important aussi de remplacer, parce que quand on supprime quelque chose, il y a un vide qui va vouloir être comblé. Donc j'ai remplacé par autre chose et je me suis rendu compte au fur et à mesure, en fait, j'avais plus besoin de Twitter et j'ai pu faire mes projets. Les distractions, c'est un sujet important. Moi, tu sais ce que je fais. Vraiment, souvent, en fait, faut prendre, comme je disais, un petit peu. Je sais que je suis un petit peu nul parfois, que je vais me laisser distraire, que je suis pas aussi fort que je pense.
moi je me prends comme un enfant. Un enfant, si on veut pas qu'il fasse des bêtises ou si on veut pas qu'il joue avec un objet, bah, on lui enlève des mains. On va pas le laisser dire non, tu arrêtes. Non, il va faire des bêtises. Donc moi ce que je fais, c'est que si je suis sur mon ordinateur et que je sais que je me laisse distraire, et ben je me mets en plein écran. Donc j'ai juste mon texte. Je mets rien à droite sur mon deuxième écran ou alors je le mets aussi en plein écran. Et moi je suis sûr de pas me laisser distraire et je me limite en fait tout seul parce que je sais que sinon, comme un enfant, je vais avoir envie de cliquer sur l'onglet. Oh, il y a les mails qui sont juste ici, ils sont à portée de main, ils sont à un clic. Et par automatisme, au moment où je suis en plus en train de réfléchir, au moment où j'ai besoin de forcer un petit peu sur mon esprit, je vais avoir envie d'aller faire autre chose parce que c'est plus facile de faire autre chose. C'est aussi se réaccaparer les outils. C'est là où c'est important. Comme tu dis, on devient peut-être, sans le savoir, un peu esclave de certains outils ou certaines applis. Absolument. Parmi les différentes méthodes que tu proposes, il y en a une qui s'appelle la méthode béton. Est-ce que tu peux en parler un petit peu et quel est le fonctionnement, comment on peut se l'approprier dans notre usage quotidien? Au moment où j'ai eu l'opportunité d'écrire un livre, donc c'est la maison d'édition Larousse qui m'a contacté, c'était en juillet 2023, donc un an avant la sortie du livre après. J'ai toujours voulu moi écrire un livre, mais je me suis dit ok, je vais essayer de structurer un petit peu ma pensée pour faire un livre. Moi j'aime bien les livres qui sont méthodes, des livres où c'est pas juste des conseils dans tous les sens, mais c'est en tout cas ce que j'ai essayé de faire avec mon livre, un livre qu'on peut suivre de A à Z, et en gros on suit au fur et à mesure la méthode jusqu'à la fin avoir cette méthode. Donc cette méthode c'est la méthode béton, pour faire une organisation en béton, voilà. Et en gros, elle se découpe en 5 grandes étapes, plus une. Et je me suis dit, ok, je vais essayer de faire en sorte que mon livre soit le plus intemporel possible. En tout cas, je vais essayer de chercher des principes intemporels d'organisation et de productivité pour que, plus ou moins, peu importe la personne, sa situation et à quel moment de sa vie elle écoute soit mes vidéos, soit elle lit mon livre, elle puisse utiliser cette méthode. Donc la première étape pour moi, c'est les objectifs. Donc on va réfléchir à nos objectifs, pas forcément rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est les objectifs. On va en gros se mettre un petit peu la lumière au bout du tunnel, le phare, la montagne. On va se mettre comme ça cette destination. Il y a plusieurs façons, on va les décomposer, on va essayer de réfléchir par rapport à notre vision et on va aussi bien séparer de manière dans notre pensée les objectifs qui viennent de l'extérieur, donc souvent c'est notre travail, nos études, etc., qui sont des obligations un petit peu qu'on doit suivre, et aussi avoir des objectifs intérieurs, personnels. Ça peut être des projets personnels, professionnels, mais aussi personnels et personnels, mais en tout cas des projets qui viennent de nous-mêmes, on va dire, pour garder un équilibre, encore une fois, aussi entre travailler pour les autres et ne pas vivre de manière égoïste, mais pas non plus ne vivre que pour les autres et s'oublier. Une fois qu'on a nos objectifs un petit peu en tête, moi ce que je fais c'est que souvent je les découpe souvent de manière temporelle, donc je vais en avoir un sur l'année et au fur et à mesure je vais comme ça décomposer jusqu'à en avoir un sur le mois et en avoir un sur la semaine, qui va me permettre à chaque fois de faire une étape supplémentaire, parce que le gros problème selon moi des objectifs, c'est qu'on a plein d'objectifs, tout le monde peut fixer des objectifs, mais on ne sait pas quoi faire aujourd'hui. Si sur l'année je veux par exemple courir un semi-marathon, c'est un bel objectif, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Parfois on ne sait pas, et du coup on décompose comme ça jusqu'à savoir exactement quoi faire cette semaine. Pour se dire, ok, je fais ça cette semaine, pour avoir cet objectif là cette semaine, pour faire cet objectif là ce mois-ci, et sur l'année, normalement, je fais cet objectif là. L'étape numéro 2, c'est à partir des objectifs, donc transformer en tâches. C'est donc la partie tâche, donc décomposition, c'est un peu ce que je fais ici, c'était, j'ai mon objectif, et donc qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Juste je décompose. Une fois que j'ai décomposé, je passe à la troisième étape, qui sont les priorités. Donc je vais avoir une grande liste de choses à faire, sauf que malheureusement, je ne vais pas pouvoir tout faire aujourd'hui, ou tout faire cette semaine. Donc je vais commencer à prioriser les choses. Il y a plusieurs façons de prioriser, il y a plusieurs méthodes de priorisation. Déjà on peut se poser simplement des questions. Est-ce que ça va faire pour aujourd'hui? Est-ce que ça va planifier plutôt? Est-ce que je ne peux pas le déléguer? Est-ce que je ne peux pas l'archiver si c'est simplement une idée? Ou même le supprimer si c'est inutile? Et après on peut prioriser. Moi à chaque fois ce que je donnais dans le livre c'est plusieurs méthodes différentes de décomposition, mais aussi par exemple de priorisation, parce qu'on n'a pas tous la même manière de penser. On a parfois des manières qui sont plus visuelles, qui vont plus fonctionner pour nous. Sans parler forcément de cerveau, etc. Parce que moi, j'ai toujours, en tant que scientifique, j'ai pas envie de faire des raccourcis un peu trop rapides et des sursimplifications. Mais en tout cas, on le sait tous, voilà, il y a des méthodes qui nous parlent le plus en tout cas. Par exemple, moi, la priorisation, j'aime bien une priorisation assez simple, où simplement je me dis, par rapport à mon objectif actuel, quel est l'impact de cette tâche? Et donc, par rapport à ça, je fais un petit classement, je sais laquelle aura le plus d'impact et laquelle aura le moins d'impact. Mais on peut faire aussi des matrices, la matrice Eisenhower qui est très connue. Moi, je préfère faire une matrice plutôt en temps et impact plutôt qu'en importance et urgence. Parce que parfois, j'ai du mal à différencier vraiment urgent et important. Bref, mais une matrice, on peut faire plein de manières différentes. Donc, on priorise. Après avoir priorisé, donc l'étape numéro 3, normalement, on se retrouve avec une liste de tâches à faire aujourd'hui. Parce que du coup, soit ça a été planifié, soit ça a été supprimé, mais en tout cas, il reste une liste de tâches à faire aujourd'hui.
On passe donc à l'étape 4 qui est notre gestion du temps. Donc la gestion du temps, c'est assez simple. Il y a un premier filtre qui est un petit peu se poser la question, est-ce que cette tâche-là que je me suis planifiée, est-ce qu'elle prend moins de 5 minutes? Si elle prend moins de 5 minutes, je la fais tout de suite. Par exemple, moi, il y a plein de fois où j'ai des petits mails à répondre et c'est toujours les petits trucs qu'on laisse traîner. Et ce que je fais souvent, c'est qu'après avoir organisé ma journée, et donc dans ma journée, je vois très bien qu'il y a répondre aux mails de Jean-Pierre, etc. Et je commence ma journée en faisant ce mail parce que ça prend 2 secondes au lieu de le repousser, de le planifier dans l'après-midi. Non, je le fais maintenant, c'est fait et on passe à autre chose. Ensuite, une fois qu'on a fait ce filtre-là, il ne restera que des tâches qui prennent du temps. La majorité des tâches prennent plus de 5 minutes. Pour ça, pour moi, il y a deux manières d'organiser son temps. Soit avec ce que j'appelle le travail libre. Donc simplement, on va choisir un moment, par exemple de 10h à 11h et on va travailler. Voilà. On va donc prendre un moment et on va rien chronométrer, etc. Juste on travaille, on essaye à un certain moment d'avoir terminé notre tâche. Soit faire ce qu'on appelle une session Pomodoro. Donc par exemple, le classique c'est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Moi je fais plutôt, au moment où je lisais beaucoup quand j'étais étudiant, 50 minutes de travail et 10 minutes de pause. Ce que je conseille souvent c'est de faire des blocs complets de 1 heure ou une demi-heure, c'est quand même plus facile à planifier dans la journée. Une fois qu'on a la liste de tâches à faire aujourd'hui et qu'on a fait le filtre du coup des 5 minutes, il nous reste des tâches qui prennent plus de 5 minutes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la gestion en bloc de temps, du time blocking, time boxing. Moi j'appelle ça la gestion en bloc de temps. En gros, simplement la question c'est, on va découper sa journée en blocs de temps. Donc ça fonctionne aussi qu'on soit à notre compte ou pas. C'est plus facile qu'on a notre compte parce qu'on peut vraiment planifier exactement nos journées comme on le souhaite, mais on peut très bien le faire en tant que salarié en gérant ses missions. On va donc découper sa journée en bloc de temps. Moi, c'est pas compliqué, je fais 4 blocs. Matin, midi, après-midi, soir. C'est tout. Comme tu peux le voir, il y a un bloc ce matin, c'est 8h midi, midi c'est 8, midi 14h, 14-18 et 18+. Donc il y a des blocs qui sont plus petits que d'autres. C'est pas grave, c'est mes blocs. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que au sein de ces blocs, je vais placer mes tâches. Donc ma liste de tâches aujourd'hui, je vais placer par exemple 2 tâches ce matin, une tâche cet après-midi par exemple. Et peut-être une tâche ce midi, on va dire si je dois me balader ou faire quelque chose, balader le chien par exemple, je vais le faire ce midi par exemple. Donc je place mes tâches dans ma journée. Et ensuite, une fois que j'ai mes tâches qui sont dans mes journées, dans mes blocs, c'est là que je vais me poser la question, comment est-ce que je veux travailler? Et donc il y a deux grandes catégories. Le travail libre, où on va choisir de travailler du coup juste dans le bloc, juste en gros, j'ai 2 tâches à faire de 8h à midi, donc du cash le matin. Je commence par la première, peut-être à 8h15, je la finis à 9h55, et j'enchaîne ensuite avec la deuxième. Mais il n'y a pas de truc directement. Et la seconde, c'est les sessions Pomodoro, où je vais choisir du coup 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, ou 50 minutes, 10 minutes. L'idée de la session Pomodoro, c'est surtout un moment de travail, puis un moment de pause. Encore une fois, le plus simple, c'est de faire des sessions complètes d'1 heure, par exemple, pour qu'on puisse faire, ou d'une demi-heure, pour par exemple, la matinée de 8h à midi, c'est 4 sessions Pomodoro d'1 heure, donc potentiellement 4 tâches. Parce qu'en règle générale, on essaie de conseiller de faire chaque session Pomodoro une tâche. Donc du coup, souvent, il faut peut-être redécomposer un petit peu, parce qu'une tâche, parfois, elle prend plus qu'1 heure. Mais du coup, on la redécompose en 2 tâches. Par exemple, imaginons ce matin, je vais écrire la newsletter qui prend 1 heure, un peu plus d'1 heure. Je vais peut-être écrire le plan, puis après, je vais peut-être l'écrire dans le logiciel qui me permet d'envoyer la newsletter. Donc ça pourrait être 2 tâches. Ça, c'était du coup la gestion du temps, une fois qu'on a nos tâches. Donc on découpe la journée en blocs de temps. Moi, ce que j'invite les gens, c'est faire les blocs qui les souhaitent, qui fonctionnent pour eux. Moi, mes blocs sont assez larges, sont assez flexibles parce que j'aime bien travailler comme ça. Mais on peut très bien faire des blocs d'1 heure. Donc vraiment, avoir chaque heure de la journée. On peut faire des blocs d'une journée. Bon, là, on commence à vraiment avoir des blocs très très grands. Mais on peut vraiment choisir comme on veut. Et ensuite, au sein même d'un bloc, on travaille aussi comme on le souhaite. La dernière étape, cette méthode, parce que je dis que c'était en 5 étapes, c'est ce que j'appelle la gestion de l'efficacité. On a déjà un petit peu parlé, mais l'idée est simple, c'est pendant qu'on est en train de travailler, que ce soit en session Pomodoro ou en travail libre, on essaye d'être le plus efficace possible. Donc on essaye d'être concentré, faire attention à son cadre de travail, à sa concentration, se couper du monde extérieur, les distractions, etc. D'ailleurs, petit conseil à la volée comme ça, la question de la musique au travail. Quand on travaille, est-ce que je conseille d'avoir de la musique ou pas? En fait, ça va dépendre. Pour moi, de ce que j'ai recherché, ce que j'ai regardé, malheureusement, la musique, peu importe laquelle, ça déconcentre. Parce que c'est une partie de notre attention qui est quand même prise par la musique. Mais je sais aussi à quel point, dans la vie de tous les jours, on est content parfois d'être dans un certain flow créatif quand on a de la musique. Et donc pour moi, la meilleure musique quand on travaille, c'est une musique qui se laisse oublier. Souvent, c'est donc une musique qui n'a pas de paroles, mais pas forcément. En règle générale, c'est plus facile de laisser oublier une musique quand elle n'a pas de paroles. Mais moi, je sais qu'il y a des musiques que je connais par cœur, qui en fait, du coup, je les laisse presque en boucle. Et en fait, je suis dans mon flow créatif et j'y pense même plus à cette musique. Donc en fait, pour moi, une bonne musique quand on travaille, c'est une musique qui se laisse oublier. Après, bien sûr, ça a testé. Il y en a qui aiment bien le bruit blanc, il y en a qui aiment bien certaines musiques pour certains moments, certains travails. En tout cas, il faut savoir que statistiquement et scientifiquement, la musique déconcentre, mais on peut réussir à trouver
un juste milieu entre les deux parce que, encore une fois, si ça nous déconcentre un petit peu, mais ça nous aide à travailler pendant plus longtemps ou être un peu plus efficace, on s'y retrouve. Il y a une partie aussi qui est importante dans ce que tu évoques, c'est avoir les bons outils, les outils adaptés. Et on va parler notamment de ça, parce qu'il y a un outil que tu adores par-dessus tout, qui est Notion. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est dans un premier temps, ce principe de second cerveau Mhm. que tu as adopté et comment tu t'en sers, comment on peut s'en servir dans la vie quotidienne. Alors Notion, c'est un outil, je dirais, low code, no code, dans le sens où on peut faire un peu ce qu'on veut avec, sans avoir à coder. Donc on peut vraiment le personnaliser, et c'est un outil donc no code d'organisation. On a beaucoup qui disent que c'est un outil de prise de notes, on peut faire de la prise de notes avec Notion, mais je pense qu'avant tout c'est un outil de gestion de projet, que ce soit solo ou en entreprise. Euh, et donc on peut l'agencer comme on veut. Et donc moi je l'utilise depuis 4 ans maintenant, il a quand même assez évolué depuis, mais l'idée que j'ai avec Notion, c'est que c'est mon outil un peu tout en un d'organisation. Comme tu disais, il y a le principe de second cerveau. Euh, donc l'idée d'un second cerveau, c'est un lieu numérique la plupart du temps où on va pouvoir se décharger mentalement. Et pour moi, je distingue un peu deux seconds cerveaux. Il y a le second cerveau d'organisation, où je vais décharger mes idées, mes projets, mes tâches, et donc ça, je le fais avec Notion. Et là, en ce moment, je suis en train de reconstruire mon second cerveau de connaissances, que je fais avec Obsidian, qui est un autre outil, qui est plus de prise de notes, etc. Mais en gros, avec Notion, ce que je fais, c'est que le matin, quand je dis que, tu sais, je parlais de ma routine matinale, je m'organise, en fait, j'ouvre Notion. J'ouvre mon dashboard Notion, où j'ai mes différentes tâches. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est automatique, donc mes tâches du jour apparaissent aujourd'hui. Il n'y a pas toutes les tâches, j'ai simplement ce que je veux voir aujourd'hui. Je peux bien sûr avoir une vue où j'ai tout ce que je vais faire dans la semaine ou dans le mois, mais je vois ce que j'ai à faire aujourd'hui. J'ai mes blocs de temps. Moi, je travaille du coup comme ça aussi avec Notion. Comme on peut modifier Notion comme on le souhaite, on peut du coup adapter Notion à la méthode. Par exemple, la méthode béton. Donc, j'ai mes blocs de temps devant moi et la première tâche du jour, c'est organiser ma journée. Donc, je la mets en cours. Je prends mon petit café, je suis là, je bois mon petit café et j'organise ma journée. Je commence à planifier. Je mets une tâche le matin, je fais glisser, déposer. C'est un outil qui est vraiment assez incroyable. Le seul défaut de Notion, c'est aussi sa plus grosse force, c'est que c'est un bac à sable. On peut faire tout ce qu'on veut avec Notion. Donc il y a beaucoup de personnes qui essayent Notion, et j'ai été la première à faire ça. Moi, au début, j'ai fait ça. Et en fait, se retrouvent perdus. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec Notion. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Donc on peut se retrouver perdu. Et moi, au début, j'avais abandonné. Et c'est 3-4 mois après que j'ai redonné une chance à Notion. Et là, je suis tombé amoureux de l'outil. Euh, je pense que Notion restera toujours aujourd'hui un outil très bon d'organisation. Je pense que ça le restera aussi dans quelques années parce que c'est aujourd'hui très très populaire. Mais je dirais qu'il ne faut pas forcément se prendre la tête avec les outils. Moi, j'utilise Notion parce que ça me permet de faire ce que je veux faire et ce dont j'ai besoin. Mais moi, j'ai des personnes que je connais qui utilisent par exemple Todoist ou qui utilisent un simple carnet et ça fonctionne très bien en fait. Il faut juste avoir le principe, je pense, du second cerveau, de la décharge mentale qui est assez importante. De ne pas avoir à mémoriser tout, mais plutôt juste poser. Un agenda, ça sert à ça. Ça sert à poser les devoirs quand on était au collège, au lycée, qui permet aussi de dire, ok, les rendez-vous, ce que j'ai à faire. On décharge mentalement pour pas oublier. Aujourd'hui, il y a des outils numériques qui permettent de le faire. Notion en est un parce que il est populaire dans le sens où on peut faire beaucoup de choses avec, on peut faire plus loin, on peut suivre aussi ses habitudes, prendre des notes, etc. Mais moi, je l'utilise principalement pour l'organisation, même si je fais plus de choses avec. Mais il ne faut pas forcément se prendre la tête avec l'outil. Si aujourd'hui, les personnes qui nous écoutent ont un outil qui fonctionne, qui pour l'instant ne les embête pas, parce que on a toujours, même moi avec Notion, il y a toujours des choses où on se dit franchement ça a l'air cool. Mais il faut se dire, L'outil parfait ouais, n'existe pas. l'outil parfait n'existe pas, mais surtout il y a du temps à perdre en fait, à changer toujours d'outil. Ouais. On perd beaucoup de temps en fait à chercher l'outil parfait, alors qu'à un moment, un outil ne nous sert pas à être productif. En fait, il nous sert à s'organiser et à travailler. En fait, ce que je dis souvent, c'est Notion, il faut trouver toujours, et n'importe quel outil, mais Notion en particulier, parce qu'on peut vite se retrouver à vouloir faire plein de choses dessus, il faut trouver un équilibre entre le temps qu'on passe dessus et le temps qu'on travaille. Notion, moi, c'est un outil où je vais rebondir dessus. Je vais aller dessus, voir ce que j'ai à faire, et je vais rebondir. Je vais aller faire autre chose, je vais aller travailler, je vais faire tourner une vidéo, etc. Parfois, je travaille sur Notion, en écrivant un script ou sur d'autres choses. Mais, en règle générale, je rebondis dessus. Je suis pas là à travailler sur Notion. Et c'est important de se rendre compte qu'un outil, il sert à ça. Il sert pas enfin, si dans une journée, on passe 1 heure à s'organiser, à part s'il y a un bilan d'une semaine ou un truc vraiment important, moi, je passe, 10-15 minutes à m'organiser. Le matin, 5-7 minutes à choisir ce que j'ai à faire dans la journée, puis au sein même de la journée, je rebondis. Mais il faut garder en tête que ces outils d'organisation, ils sont pas là pour qu'on passe du temps à s'organiser, mais pour qu'on avance, qu'on travaille. Donc c'est toujours un petit peu l'équilibre à avoir en tête. Mais Notion, je recommande quand même. C'est un outil en plus qui est gratuit, ou en tout cas pour les versions, pour 95% des fonctionnalités, qui est gratuit. Et pour avoir aidé pas mal de gens à se former là-dessus, on peut faire un peu de tout. Il y a un peu pour tout le monde. Je sais que moi j'ai popularisé ça sur tous mes amis étudiants à l'époque, qui du coup prenaient leurs notes là-dessus. Donc c'est assez cool. Ouais.
Justement, à propos des étudiants, le podcast va sortir voilà, dans quelques semaines. Certains vont passer des diplômes, des examens, tout ce moment de stress que l'on connaît. Tu en as parlé, ça t'a aidé à t'organiser. En une minute ou deux maximum, quelles seraient les clés comme ça que tu pourrais donner qui t'ont aidé en tant que toi étudiant pour être apaisé, arriver dans les meilleures conditions pour les examens? Alors, la première chose, c'est bien se préparer. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, d'être préparé. Moi, je me suis rendu compte que moins je connaissais mon cours, plus j'étais stressé pour l'examen. Donc, déjà, bien connaître son cours, bien connaître sur quoi on va être évalué, et donc bien se préparer, bien réviser. Et ensuite, moi, la deuxième chose, je dirais que c'est bien penser à ne pas que travailler. On revient encore sur l'équilibre, mais moi, ce que je faisais, c'était souvent avec des amis, quand on avait des grands partiels pendant une semaine, bah, la semaine d'avant, le dimanche par exemple, après-midi, on faisait une semaine, une après-midi, on allait au parc. Parce que c'est pas les dernières heures qui vont changer grand-chose, et ça permet en fait de relâcher un peu la pression avant de commencer. Et pour terminer, moi ce que je faisais quand j'étais très stressé, que j'arrivais pas à dormir à la veille d'un examen, et ce qui est toujours très, très stressant parce que on dort pas, donc on sait qu'on va moins être efficace, donc ça nous stresse, donc on dort pas, donc voilà, c'est un cercle vicieux qui est un peu terrible. Donc moi je faisais une méditation le soir pour m'endormir, qui m'a permis du coup de bien m'endormir et d'arriver d'attaque pour l'examen. Et ben parfait, ça rentre dans les une minute ou deux. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu, que l'on t'ait donné jusqu'à aujourd'hui? C'est un conseil que j'essaie de répéter un maximum, c'est que peu importe ce qu'on fait aujourd'hui, peu importe ce que je fais, ça sera toujours mieux que de ne rien faire du tout. Donc il y a plein de moments où je me dis non mais là je vais pas faire ça, je vais pas tourner, non mais là je vais pas faire écrire le script de la vidéo, ça sert à rien, je vais travailler 30 minutes. Ouais mais 30 minutes c'est toujours ça. Si je faisais rien du tout, je serais pas avancé alors que demain je serais content d'avoir travaillé peut-être que 15 minutes ou 30 minutes. Alors bien sûr, faut pas non plus que je fasse n'importe quoi pendant ces 15 minutes où je commence à faire passer dans tous les sens. Mais, euh, mais c'est ça que je garderai. Et je dirais un deuxième petit conseil qui vient un petit peu aussi, c'est parfois la chose la plus productive que l'on peut faire, c'est de ne rien faire du tout. C'est de se reposer. Donc c'est aussi les deux aspects. Se dire c'est que faire quelque chose, même si c'est pas grand chose, même si je vais courir que 10 minutes au lieu de faire mes 30 minutes habituelles, j'aurais quand même couru 10 minutes. Même si j'écris que mes 200 mots de mon script ou de mon roman que j'essaie d'avancer au lieu de mes 1000 mots chaque jour, bah, c'est toujours 200 mots de plus. Mais aussi à côté, parfois, faut pas non plus se pousser à bout. Et parfois, juste la chose qu'on peut faire qui est le plus productif, qui peut nous faire gagner le plus d'efficacité pour les prochains jours, c'est de rien faire du tout et c'est de se reposer. Tu as également donc ce livre, on va en parler un petit peu sur la fin de cet épisode, qui s'appelle Je m'y mets dans 5 minutes, que tu as sorti donc en 2024 aux éditions Larousse. Est-ce que tu peux un peu nous en parler et ce que l'on retrouve dedans? Alors, ce qu'on retrouve dedans, c'est un petit peu tout le concentré de la méthode. Donc, par exemple, la méthode béton que j'ai rapidement esquissée. Il y a un chapitre par étape, par exemple, même si bien sûr il y en a quelques-uns avant et quelques-uns après. Mais l'idée, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, je vais essayer d'écrire un livre qui permet aux gens, en gros, comme mon petit frère, qui commence à être étudiant, mais parce que je prenais l'exemple de l'étudiant, mais ça marche bien sûr pour tout le monde. Et j'ai vraiment pas que d'étudiants qui ont écouté le livre, et j'ai même personne, enfin écouté, qui ont lu le livre, pardon. Mais en gros, je me suis dit, ces personnes-là, qui parfois se sentent un peu submergées, qui ont plein de projets en tête, ou parfois juste, pas forcément submergées, mais qui regrettent de ne pas réussir à passer du temps sur les choses qui comptent pour eux, ou ce petit projet-là, j'aimerais bien jouer cet instrument de musique, mais je trouve pas le temps de le faire. J'ai pas le temps. Je me suis dit, ces personnes-là, je vais essayer de leur montrer que c'est possible de trouver un peu le temps. Je vais pas vendre du rêve en disant que d'un seul coup ils vont être super productifs et voilà, ça va tout exploser. Non, juste, on va construire au fur et à mesure du livre une méthode d'organisation pour que à la fin du livre, on dise ok, je suis ces étapes-là et je sais où est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire pour avancer, pour trouver le temps qu'il faut, pour prioriser les choses. Donc on commence par parler de la motivation, de comment ça fonctionne tout ça, de la procrastination, qui est un petit peu la face opposée, de se dire ok pourquoi est-ce qu'on a la flemme, comment est-ce que réussir à se motiver, donc déjà à passer à l'action. Et maintenant que vous savez passer à l'action, on va passer du coup à la méthode d'organisation, sur comment voilà, chaque étape, les objectifs, les tâches, bien sûr j'entre bien plus dans les détails, priorisation, temps, efficacité, et ensuite on fait un petit peu un et après. Le et après c'est comment tenir, comment réussir à maintenir cette organisation. On va parler un petit peu des habitudes, des routines, de toutes les questions. Par exemple, est-ce qu'il vaut mieux travailler le soir ou le matin? Toutes ces questions-là, j'y réponds dans le livre. Et en fait, je me suis dit, je vais essayer de faire un livre méthode qui essaye de dispatcher quand même plein de manières aussi de voir la méthode. Donc de tester pour que chaque personne puisse trouver son truc à lui qui va fonctionner pour cette personne-là. Il y a des personnes qui vont vraiment, voilà, si je reprends un petit peu les chronotypes, même si j'aime pas trop ces étiquettes-là, et j'en parle dans le livre, il y a des personnes qui travaillent vraiment que le matin, ou qui ont du mal à travailler le soir, par exemple, ou ce genre de choses. Moi, j'explique qu'il y a donc différentes façons d'organiser les choses par rapport à soi. Et donc, ma philosophie du livre et de ce que je fais aujourd'hui, c'est
à la base, il y a l'humain. De notre organisation, à la base, il y a l'humain. Il y a nous-mêmes. Puis au-dessus, il y a les méthodes d'organisation qui vont s'adapter donc à cette base-là humaine. Et enfin, on a nos outils qui permettent de rendre la théorie, on va dire, d'organisation concrète, pratique. Et voilà, et après, du coup, dans le livre, j'essaye de dispatcher un petit peu ma philosophie de vie, tout ce qu'on a pu voir dans cet épisode, vraiment, sur l'équilibre, sur tous ces sujets-là, et aussi mes conseils pour voilà, réussir à faire ça. En général, c'est pas juste je donne ma méthode d'organisation et je dis vas-y, débrouillez-vous. Il y a le côté aussi bilan, le côté les échecs, comment rebondir dans le bouquin. Voilà. Justement, tu as parlé pas mal d'objectifs. Toi qui es un créatif qui doit avoir des idées plein la tête, quels sont tes prochains objectifs dans les années à venir? Alors, Qu'est-ce que tu souhaiterais accomplir? année à venir, ça serait difficile à dire parce que c'est dans nos métiers, je trouve que ça c'est difficile de pousser aussi loin. Mais sur cette année, j'aimerais réussir à créer une chaîne YouTube qui me ressemble et qui me rend fier avec des vidéos qui aident pas mal de gens. Donc ça va être quelque chose d'assez pratique. Donc ça va être le côté créatif. Ensuite, mon objectif, ça va être de former. Aujourd'hui, j'ai formé plusieurs milliers de personnes, mais on va dire encore plus. Peut-être atteindre le pilier de 10 000 personnes accompagnées, par exemple. Ça serait quand même assez fabuleux. Après, j'ai du mal à trouver encore des objectifs très précis par rapport à ça. Je travaille encore souvent, en fait, c'est plus sur les 90 jours, donc c'est beaucoup plus facile. Ça va être avoir tourné tant de vidéos, dont au moins une, dont je suis très content, etc. À chaque fois, je me mets des petites aides comme ça qui m'aident à me montrer que je progresse quand même, en fait, dans mes objectifs là. Et ensuite, par exemple, il y a aussi sur les prochaines années, en fait, ça va être réussir à créer une activité qui fait que je me réveille le matin avec le sourire. Franchement, pour moi, c'est le top, c'est déjà le cas. Donc, on peut dire que j'ai déjà réussi l'objectif, mais on va dire que c'est réussir à le maintenir maintenant. Mais il y a ça, et c'est aussi ne pas me laisser enfermer dans une case du créateur. Par exemple, si je veux devenir développeur, je serai développeur. C'est ce que je suis en train de faire sur un logiciel. Ça se trouve, ça a amené nulle part et je reviendrai avant. C'est pas grave. En fait, l'objectif, c'est de réussir à rester curieux de toutes les opportunités que je peux avoir, de tout ce que je peux faire au quotidien, tout en bien sûr gardant en tête qu'il faut quand même payer le loyer à la fin du mois. Mais voilà, un business et des projets au service de ma vie et un bon équilibre de vie. Ça, c'est l'objectif, on va dire, principal sur les prochaines années. C'est un objectif assez bateau, hein, je dois bien l'avouer, mais c'est un objectif, on va dire, au moins qui est assez clair et qui permet en fait de guider mes autres objectifs. On va dire que c'est plutôt ma vision, et ensuite, en dessous, j'aurai mes objectifs plus perso et professionnels qui vont en découler. Et qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? Est-ce que tu as des personnes que tu suis, des influences? Qu'est-ce qui t'ouvre l'esprit? Qu'est-ce qui t'inspire justement à toi? J'ai pas mal de. Enfin, je lis pas mal, je regarde pas mal du YouTube, du coup, surtout. En tout cas, dans la sphère entrepreneuriale, projet, créateur. Je vais avoir un petit peu de tout, que ce soit français, étranger, surtout anglais et américain. Euh, En fait, mes influences, en fait, elles sont assez multiples. Et même si j'essaye un maximum de pas trop avoir que des gens qui font comme moi, parce qu'en fait, sinon on finit par ne plus avoir sa propre patte, j'essaye de m'ouvrir un maximum à plein de domaines différents. Donc moi, je suis un grand curieux. Mes influences, je vais avoir mes petits abonnements sur YouTube qui vont me prendre plein de choses. Et moi, souvent, j'essaie d'avoir un maximum sur YouTube de vidéos maintenant qui sont assez longues, qui sont assez rares. En fait, je vais plutôt privilégier des personnes qui font une vidéo par mois ou même tous les 3 mois, mais qui font une bonne vidéo d'1 heure, bien réfléchie, sur un sujet qui me pousse à ma réflexion, plutôt que voilà, beaucoup de vidéos. Et ce que j'essaie de faire un maximum, c'est pas facile, surtout dans le monde des algorithmes. Mais là, je suis en train de retravailler, je suis en train de recréer un petit peu mon algorithme avec des outils comme Readwise qui permet de choisir des flux YouTube, blog, newsletter où on choisit vraiment ce qu'on veut recevoir. Mais j'essaie en fait de ne pas rester dans ce biais de confirmation où juste je regarde des choses qui confirment ce que je pense, qui me rassurent dans mes choses, dans mes croyances, En fait, avec ça, on finit par se créer des dogmes. Donc moi, ce que je veux, c'est m'ouvrir un maximum. Et ça, c'est dans tous les sujets, vraiment, où je vais m'ouvrir un maximum. Alors ça finit que je suis le gars chiant qui n'a pas de position très fermée parce que j'aime toujours nuancer les choses. Je trouve qu'il y a du bon dans toutes les idées. Il y a vraiment, on peut toujours retrouver des choses. Il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord et des choses sur lesquelles je suis pas d'accord. Et c'est ce que j'essaie aussi d'apporter dans mon contenu. C'est la pensée critique, l'esprit critique, à se dire nuancer un maximum. C'est ma maman qui m'a toujours conseillé de dire attention quand tu regardes quelque chose sur un sujet donné, essaie de voir l'autre côté, ce que disent les contre-arguments, etc. Donc ça, c'est ce que je travaille au maximum au quotidien pour avoir un peu tous les sons de cloche et me dire ok, là je crée ma perspective, ma vision des choses. Et c'est jamais facile parce que à chaque fois, c'est facile d'être rassuré, de regarder toujours ce qu'on aime et de ne pas regarder ce qui peut nous montrer, nous poser face à nos contradictions, quoi. Ça va nous rassurer. Mais bon. Et après, sinon, dans la vie de tous les jours, je suis toujours. Par exemple, tu vois, je suis très peu actualité et news. Beaucoup moins, je l'ai été pendant très longtemps et maintenant je suis plus du tout.
Alors c'est un grand débat sur les news, sur suivre les actualités, etc. Moi, je me suis rendu compte, encore une fois, c'est comme une question, je me suis dit, est-ce que ça m'apporte beaucoup? Ça m'apportait pas grand-chose. Surtout que c'était souvent un peu du bruit. Les grandes news du monde, je finis toujours par les avoir par un ami qui fait une story, un article que je vois quand même passer, une newsletter. Je vois quand même certaines choses, les grandes news, je vois à peu près quand même comment le monde tourne. Mais dans un monde où moi j'essaie d'être optimiste un maximum, ce qui m'aide au quotidien, d'être plutôt positif, ça aide pas trop les news. Donc c'est quelque chose sur lequel je coupe beaucoup. Et donc j'essaie aussi dans mes influences et dans ce qui m'aide au quotidien, des contenus que je peux suivre, des gens qui m'inspirent, j'essaie de filtrer en fait beaucoup pour que ce soit moi qui rajoute de l'intention dans ce que je consomme. C'est simple, ce qu'on mange, on le devient. Et le contenu, c'est la nourriture de l'esprit. Donc j'essaye au maximum de me développer par rapport à ça. C'est toujours un vrai casse-tête, mais c'est un casse-tête qui dure toute la vie. Donc ça me dérange pas, on va dire que c'est un problème infini qui est quand même assez amusant. Donc voilà, je pourrais pas te citer de noms principaux parce que j'en ai plusieurs, mais et ça parfois ça fluctue aussi. Mais je vais avoir voilà, de tout, du monde entier, de tous les différents domaines, de tous les différents bords, pour toujours avoir une vision le plus d'ensemble possible. Mais du coup, ouais, je suis un petit peu, quand on va débattre, celui qui va toujours nuancer, qui va faire. J'ai souvent la posture de l'avocat du diable parce que j'aime bien apporter des nuances en fait, et pas avoir juste un truc blanc ou noir, quoi. Et puis cultiver le positif pour rester optimiste, justement. Ça, c'est très important. Absolument. On arrive à la fin de cet épisode, Robin. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais évoquer, que l'on n'a pas eu l'occasion d'évoquer ensemble? Pas forcément, j'avoue, on n'a pas forcément parlé de l'IA et tout ça, et des outils. Je pense qu'on peut en parler rapidement. Moi, je suis un peu un tech, un peu un geek. J'ai fait des études d'ingénieur dans les télécoms, donc je suis toujours un petit peu attaché à ce monde-là. Et du coup, je regarde de près tout ce qui se fait sur l'IA, sur les outils de productivité, mais tout ce qui est au sens large, parce que l'IA va avoir un impact sur la productivité, et dans le monde, bien sûr, au sens large. Donc moi, je regarde ça de près, et je pense que, j'en parlais dans ma newsletter il n'y a pas très longtemps, je pense qu'une bonne façon de voir les choses, déjà, c'est juste simplement de se former, ou en tout cas de se tenir un petit peu au courant. On n'a pas, en fait, le problème de l'IA, on verra plus tard les problèmes de l'IA. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est déjà simplement se tenir au courant, savoir un petit peu ce qui se passe. Donc, Comprendre. voilà, c'est ça, comprendre. En fait, la meilleure façon, c'est de comprendre. La meilleure façon de pouvoir gérer les problèmes, mais aussi les opportunités, c'est de comprendre l'outil, comprendre tout ce qu'il y a par rapport à ça. Et c'est très vaste. Mais voilà, j'invite les personnes qui nous écoutent à suivre des chaînes YouTube, des newsletters, des articles, des personnalités qui parlent de ce sujet-là pour un petit peu, pas forcément dans le sens de. Ça peut être tout simplement de la culture générale au début. On pourra après peut-être plonger là-dessus. Là, je suis en train de lire un excellent essai du créateur et du CEO de Anthropic, ceux qui ont fait Claude, qui parle donc de l'IA, etc. Bon, c'est assez long, c'est un article qui est plus d'une heure à lire. Mais bon, là, tu vois, je me suis dit, bon, après avoir un petit peu cette culture générale, je vais essayer de prolonger un petit peu et d'aller en profondeur sur un sujet. Et je pense que, moi, je pense à mes parents, bon, mes grands-parents, ça va être plus difficile, mais mes parents déjà, ils sont beaucoup plus, ils sont déjà un peu plus dépassés que moi, parce que je suis plus à même d'y aller, mais ils font l'effort. Ma mère qui est professeure, j'en ai parlé, bah, elle a fait l'effort d'aller voir ce que parce que ça va avoir un impact sur l'éducation. Donc, et ça a déjà un impact. Donc c'est important de se tenir au courant, de ne pas voir ça comme le mal, pas voir ça comme la solution ultime, juste c'est le progrès, ça arrive, c'est comme ça. Donc on va se tenir au courant, c'est la meilleure façon dans l'ère d'aujourd'hui de pouvoir, comme ça, bah, si un jour un outil et une opportunité s'ouvre à nous l'utiliser. Par exemple, moi vraiment aujourd'hui l'IA, j'utilise tous les jours dans mon quotidien, dans mon activité. Et si j'avais pas pris le temps de tout, d'un peu de sa culture générale, j'aurais pas pu utiliser ces outils. Et encore une fois, je me mets pas le stress non plus, je connais pas les derniers outils exacts, hein, je connais pas tout. Je suis pas là en mode non, c'est pas grave, on s'en fiche. L'idée c'est on va faire 80% du boulot, au moins savoir un peu ce que c'est, et pas juste se dire ah oui, c'est le truc que j'ai vu, ah oui, d'accord, je sais pas trop ce que c'est. Parce que c'est un vrai truc, c'est un vrai changement quand même de paradigme. Je pense qu'aujourd'hui on s'en rend compte et on s'en rend pas forcément encore compte. Moi, c'est un grand débat que j'avais des amis qui sont ingénieurs, qui sont développeurs, et aujourd'hui l'IA fait des gros changements sur tout ce qui est développement, etc. informatique. Donc voilà, on a toujours nos débats de dans 5 ans, tu penses que l'IA elle aura remplacé cette partie de ton métier ou pas? Est-ce que tu penses que ton métier aura changé? Voilà, moi je suis pas du tout, je suis plutôt optimiste par rapport à tout ça. Mais voilà, première chose, c'est quand même se tenir au courant. Comprendre, pouvoir s'adapter et réfléchir aux causes et aux conséquences de l'IA et ce que ça va amener pour nous dans le monde de demain, et notamment notre génération aussi, comme tu as dit. Merci Robin pour tout ton partage, ton témoignage. On remettra également toutes tes infos dans la description, avec le livre Je m'y mets dans 5 minutes que vous pouvez retrouver, j'imagine, partout, Fnac, Amazon,
et en librairie. Tu as une chaîne YouTube, on l'a dit, tu es aussi sur Instagram, sur LinkedIn. Ouais. Donc on va pouvoir te suivre un petit peu sur toutes ces sphères-là. Merci à toi pour ta disponibilité, ton écoute et ton partage. Merci, avec Et plaisir. puis, Et à la prochaine, Fabien. Ouais, à la prochaine, avec grand plaisir. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode, que vous pouvez retrouver donc en audio sur l'ensemble des plateformes, que ce soit sur Spotify, Deezer, Amazon ou Apple. C'est également disponible en vidéo sur YouTube, avec des extraits sur LinkedIn et Instagram. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à très bientôt pour un prochain épisode d'Inspirer. Salut, salut.